le choix des techniques vaccinales et les difficultés rencontrées. Alors, M. Tanguy est directeur de recherche au CNRS, mais il est à l'Institut Pasteur et il est un des grands spécialistes français des différentes technologies de vaccination. Et je vous passe la parole. Je vous remercie. Je remercie la Fondation internationale de la Maison de la Chimie de m'avoir invité à cette discussion, effectivement technologique, et qui, effectivement, démontre que la fabrication des vaccins a fortement évolué au cours des derniers mois. Et c'est un peu ce que je vais tenter de résumer ici. Alors évidemment, la question posée, c'est est-ce que les méthodes traditionnelles ont été dépassées par la pandémie de Covid? La réponse est oui, bien évidemment. Donc, on va essayer d'analyser et de comprendre pourquoi. Alors pour ça, je vais faire un exposé en plusieurs parties. Je vais d'abord faire un petit rappel historique quand même sur qu'est-ce que c'est qu'un vaccin et comment on a fabriqué des vaccins jusqu'à maintenant. Et ensuite, je vais rentrer un peu plus en détail. En fait, il y a certaines choses qui vont être redondantes avec ce que Alain Fischer vient de présenter sur certains aspects techniques des différentes plateformes et des différentes façons de faire les vaccins. Alors, qu'en est-il? Évidemment, les vaccins, c'est l'héritage d'Édouard Jenner et de Louis Pasteur. Ça fait pour Jenner 200 ans, Louis Pasteur plus de 100 ans. Et finalement, ces trois étapes, ça avait été résumé par Louis Pasteur lui-même. Il faut comprendre la maladie, comprendre sa transmission, sa protection, c'est-à-dire comment ça se transmet, qui est protégé, qui est naturellement protégé. Et en étudiant les protections naturelles, on peut développer des idées. Ensuite, il faut concevoir... d'abord, il faut isoler l'agent responsable, ça c'est évident. Et tout ça, ça a été très très vite dans le cas du Covid. Et il faut concevoir un produit biologique qui soit sûr, efficace, facile à manufacturer et qui se délivre à faible coût. Alors évidemment, on a énormément évolué depuis Jenner qui inocule le virus de la vaccine à l'homme sans même savoir que c'est un virus, sans même savoir comment la maladie se développe, quelle est la pathogénèse, etc. Jusqu'à Pasteur qui, lui, chimiste, a révolutionné la médecine. Finalement, il s'est fait beaucoup d'ennemis en montrant qu'on pouvait inactiver et atténuer les microbes et que finalement, inoculer un microbe inactivé ou atténué entraînait une protection de la maladie. Tout ça, ça a entraîné le développement. Alors, je vais me concentrer sur les vaccins antiviraux, bien évidemment, parce il est question de Covid. Donc, les vaccins antiviraux, vous voyez qu'au cours du temps, je ne sais pas si ça marche le pointeur, je ne vois pas grand-chose. Si, c'était faible. Les vaccins antiviraux, ils sont de plusieurs types et au cours de gauche à droite, vous avez l'évolution un peu historique. Les premiers vaccins, c'était des vaccins vivants atténués. Vous voyez, la variole, la fièvre jaune, la polio, la rougeole, les oreillons, la rubéole, la varicelle, la dengue, rotavirus, etc. La liste est longue. Donc ça, c'est simplement le virus lui-même a été atténué, c'est-à-dire qu'il a perdu sa pathogénicité, mais il est toujours vivant, entre guillemets, ce qu'on peut dire vivant pour un virus, c'est-à-dire qu'il est réplicatif, c'est-à-dire qu'il se multiplie quand il est injecté à l'organisme. Donc au lieu d'attraper le virus par voie naturelle, on injecte un virus atténué qui se multiplie et qui inspire du danger au système immunitaire et à l'organisme et entraîne le développement des réponses. Donc effectivement, un historique extrêmement efficace de ces vaccins. Ensuite, on est passé à des vaccins, ou un peu en parallèle, mais c'était un petit peu plus tard, des vaccins inactivés, c'est-à-dire que pour la rage, la grippe par exemple, typiquement, ou le polio injectable, ou l'encéphalite japonaise, etc., sont typiquement des vaccins, des virus qui sont inactivés, donc à la méthode de Pasteur, soit au formol, soit à la chaleur, soit à n'importe quel autre traitement, qui fait que l'agent pathogène n'est plus pathogène naturellement, il est totalement inactivé. Alors les réponses sont moins bonnes, on vient de le voir avec Alain Fischer, en particulier pour les vaccins inactivés chinois, la compagnie CanSino, qui protège aux alentours de 50% par rapport aux vaccins ARN. Tout simplement parce que l'inactivation entraîne un peu une dénaturation des protéines virales et l'immunisation est moins efficace. Puis ensuite, on est passé aux vaccins particuliers, aux vaccins génétiques. On est rentré dans l'ère des vaccins génétiques avec l'hépatite B qui date des années 1980 et le papillomavirus humain qui date des débuts des années 2000. Donc là, c'est des technologies un peu différentes. Cette fois-ci, évidemment, la biologie moléculaire était rentrée dans le jeu et on était tout à fait capable d'exprimer un antigène viral
et en l'occurrence pour ces 2 vaccins-là, un antigène capable de générer des particules, ce qu'on appelle des virus-like particules, des particules qui ressemblent aux virus, qui sont très immunogènes parce qu'elles miment l'infection virale sans se répliquer, parce qu'elles ne possèdent pas le génome. Et puis, et ben voilà, dernièrement, plus récemment, j'ai l'impression que le pointeur ne marche plus du tout. Tout au bout à droite, les nouvelles technologies qui se sont développées plus récemment, on va dire au cours des 20 dernières années, et qui consistent à utiliser l'ADN, l'ARN, les protéines recombinantes, des vecteurs recombinants, des nouveaux adjuvants qui ont permis d'améliorer la qualité des vaccins. Évidemment, au cours de ces différentes étapes techniques, et c'est important dans le contexte de la réunion d'aujourd'hui parce qu'on est passé, vous voyez, de produits biologiques vers des produits chimiques, et finalement l'industrie pharmaceutique du vaccin s'est tournée vers des produits plus faciles à fabriquer, plus faciles à qualifier, plus faciles à contrôler. Et on voit que, enfin je l'ai mis par une flèche en dessous, mais on a constaté que la défiance des populations par rapport à ces principes vaccinaux avait augmenté, évidemment, au cours de ces différents développements techniques. Alors on va revenir sur ces technologies, naturellement. J'ai mis un petit diagramme en bas que vous connaissez tous, qui sont des étapes habituelles du développement vaccinal. Là, j'ai représenté une durée plutôt courte, parce que j'ai représenté un développement en 8 ans, ce qui est jusqu'à présent était assez rare, finalement, parce qu'avant le Covid, les vaccins les plus rapidement développés avaient été développés par la société Merck, qui est évidemment un des premiers grands fabricants de vaccins au monde. Ce développement avait pris 6 ans. Et ça avait été considéré comme extrêmement rapide. Vous voyez qu'il y a la recherche académique, puis les études précliniques, des études cliniques de phase 1, phase 2, phase 3. En général, on fait plusieurs phases 1, on fait plusieurs phases 2, on fait beaucoup de phases 2 pour tester les doses, pour tester la quantité de doses et le nombre d'injections, pour tester les populations, pour tester les âges des âges populations. Appuyez fort, merci. Pour tester l'âge des populations et puis pour tester aussi les différents pays dans lesquels on va enregistrer le vaccin. Donc ça veut dire que les étapes de phase 2 peuvent être nombreuses, chevauchées, avant de passer une grande étape de phase d'efficacité clinique, là sur un grand nombre de volontaires et qui sont très coûteuses. Et donc sont mises en place en dernier lieu, quand on a vraiment fait le tour de la phase 2, pour être certain qu'on a un produit qu'on va pouvoir développer et mettre sur le marché. Et ensuite, évidemment, il y a les étapes de pharmacovigilance. Et la manufacture industrielle se déroule tout au long du travail, finalement, parce que le produit s'améliore au cours des étapes et au cours des différents essais, tant dans sa dose que dans sa formulation. Alors, puisqu'il est question de virus, on va quand même dire 2 mots sur le succès incroyable des vaccins vivants atténués contre les maladies virales. Je rappelle ici donc la liste, avec effectivement des efficacités qui sont de l'ordre et supérieures aux efficacités aujourd'hui observées avec les vaccins ARN contre le SARS-CoV-2. L'ensemble de ces vaccins continuent d'être délivrés, font même partie maintenant de protocoles de vaccination obligatoires, continuent d'être donnés aux enfants. Ce sont, en matière de besoins pratiques, c'est essentiellement des vaccins pédiatriques, naturellement, parce une maladie touche essentiellement les enfants. Les enfants sont naïfs, ils ne sont pas immunisés, donc on a besoin de les immuniser avant qu'ils attrapent les maladies, et ils sont en général les populations fragiles, les plus fragiles aux infections virales, excepté les populations âgées qui sont fragiles aux infections respiratoires comme la grippe et on l'a vu récemment la Covid. Alors les besoins pratiques, c'est qu'il faut 1 injection, 2 maximum, parce que voilà, on n'aime pas répéter le geste vaccinal. Les vaccins, c'est des vaccins qui sont d'une sûreté absolue, qui induisent une immunité morale cellulaire de très large spectre et surtout qui induisent une très longue mémoire et qui coûtent peu cher à fabriquer à très grande échelle. Il faut savoir que, par exemple, le vaccin contre la rougeole, on fabrique environ 1,5 milliard de doses chaque année en une campagne de 2 mois. C'est relativement facile à faire, en particulier par le plus grand manufacturier au monde, qui est l'Institut indien des sérums.
qui fabrique beaucoup de ces vaccins pour les marchés de l'OMS. Une notion très importante, on va en reparler, mais Alain Fischer en a parlé, c'est la mémoire, la durée de protection. Naturellement, un vaccin, il est donné à la naissance et on espère être protégé jusqu'à son dernier jour sans avoir besoin d'y revenir. Ce qui est le cas pour beaucoup de vaccins et ce qui est le cas pour, en particulier, les vaccins vivants. Et j'aime bien montrer cette image-là qui est publiée déjà depuis presque 15 ans, qui est une étude qui a analysé la mémoire des vaccins vivants atténués comparée aux vaccins non vivants. Et en fait, vous voyez, ici, au cours des années, ici, entre 25 et 70 ans, chaque ligne, c'est un individu dans lequel on a déterminé à plusieurs reprises son taux d'anticorps dans le sérum contre la vaccine, la variole, donc la rougeole, la diphtérie, le tétanos. Alors les deux à gauche, c'est des vaccins vivants, et à droite, c'est des vaccins inactivés. Et vous voyez que, par exemple, alors c'est spectaculaire, hein, la mémoire rougeole, c'est 3000 ans, c'est-à-dire qu'on ne perd jamais les anticorps contre la rougeole. On ne sait pas pourquoi. Pour l'instant, il n'y a toujours pas d'explication immunologique pour ça. La vaccine, alors la variole, c'est un virus ARN. La rougeole, pardon, c'est un virus ARN négatif. La vaccine, c'est un virus à ADN. C'est plutôt une centaine d'années, mais c'est pareil, ça couvre largement une vie humaine. Alors qu'on voit que les antigènes protéiques, diphtérie, tétanos, on est sur des protections de 10 ans. Et effectivement, on fait des rappels tous les 10 ans. Donc, déjà, dans l'induction de la réponse et l'immunité, l'induction de la réponse immunitaire, le type de vaccin naturellement a une importance capitale. Juste un exemple donc, pour la rougeole, parce que vous l'aurez compris, c'est mon bébé favori. La rougeole, c'est un vaccin, c'est probablement le meilleur vaccin dont l'humanité dispose actuellement. Il sauve la vie de 2 à 3 millions de bébés chaque année. Dans les années 80, on comptabilisait environ 1 million, 2 millions de décès chaque année de rougeole. Ça a totalement disparu, donc c'est un virus vivant atténué. Vous voyez, une souche pathogène qui a été atténuée par 156 passages cellulaires jusqu'à perte de la pathogénicité, mais garder un virus vivant. Une seule injection, une faible dose, une immunité probablement à vie. La sûreté est absolue, il y a eu 0 accident, et puis évidemment on a 40 ans, 50 ans de recul, entre 2 et 3 milliards d'enfants ont reçu ce vaccin depuis qu'il a été créé, sans qu'aucun accident notable n'ait été observé. Il est très stable, la manufacture est relativement facile, et ici vous voyez cette carte de heatmap montre l'ensemble des États américains au moment de l'introduction du vaccin en 1963, et vous voyez le nombre de cas par État ici qui a totalement disparu très rapidement. À peu près ce qu'on est en train d'observer, ce n'est pas encore gagné avec le Covid actuellement. Et juste ici, une image, vous avez l'allure du virus, vous voyez à quoi ça ressemble, un virus enveloppé, etc., un ARN négatif à l'intérieur, son génome. Ça, c'est pour imager un petit peu, ce sont des objets biologiques, vous voyez, pas faciles à fabriquer. Et finalement, la transition vers le vaccin ARN ou protéique ou la chimie est peut-être la rançon de la difficulté de la manufacture de ce type de virus, la perte de savoir-faire un peu chez les gros industriels sur la manipulation des objets biologiques comme ça. On pourra y revenir dans la discussion. Maintenant, la rougeole, voilà, bon, la rougeole, elle a quasiment disparu chez nous. Vous savez qu'il y a réémergence d'épidémies dès qu'on baisse la couverture vaccinale. Ça veut dire que voilà, les virus ne disparaissent pas. Jusqu'à présent, il n'y a qu'un seul virus qui a été éliminé, c'est le virus de la variole. Et un deuxième, le virus de la peste bovine, mais chez les animaux. Mais chez l'homme, un seul. Donc, on est toujours entouré de ces virus-là. Maintenant, ce qui s'est passé ces 2 dernières années, c'est une émergence d'un nouveau virus. Alors, effectivement, ces infections émergentes ou réémergentes, il y a un virus qui a disparu puis qui revient, c'est généralement des zoonoses, parce que le virus retourne chez son hôte originel, qui en général est un animal, souvent des rongeurs, mais ça peut être les oiseaux, ça peut être les chauves-souris, et il revient. Alors, on a une réaugmentation. Évidemment, ça menace l'humanité, ça c'est clair et net. Des tas d'études montrent que cette menace ne va faire qu'augmenter. Les raisons, c'est la mondialisation, l'accroissement énorme de la population ces dernières décennies, l'augmentation du nombre de voyages, donc la circulation, et le réchauffement climatique, en particulier pour les arbovirus qui sont transportés par des moustiques, les populations de moustiques changeant totalement de région du monde et donc véhiculant ces infections où qu'elles soient.
Là, je vous ai fait un petit diagramme où on voit depuis le sida des années 80 jusqu'au SARS-CoV-2 aujourd'hui, on voit l'ensemble de différents types de virus pour montrer que toutes les familles sont possibles. HIV, c'est un antivirus, rétro-l'antivirus. Le virus de Lassa, c'est un arénavirus. Nipah, c'est un paramyxo. Le chikungunya, c'est un arbovirus. Ebola, c'est un filovirus, etc. West Nile, un flavi. Le SARS-1, le MERS et le CoV, c'est des coronavirus. Le Zika, c'est un flavi. Ici, vous avez une liste non exhaustive de tous les nouveaux virus respiratoires qui étaient apparus au cours d'une décennie. Il en apparaît en permanence. En bas, j'ai mis le coût. Vous voyez, le coût de PIB mondial dû à la pandémie de Covid estimé entre 3 et 10 milliards de milliards. C'est des trillions, c'est-à-dire c'est 10 puissance 18 dollars. Donc c'est des coûts colossaux. Il a été calculé par la Banque mondiale, par le FMI, ce sont des coûts qui dépassent largement le coût des catastrophes naturelles, c'est-à-dire tsunamis et volcans réunis, et le coût des guerres. Donc aujourd'hui, l'humanité, dans son développement économique, sa société, mettre les enfants à l'école, voyager, circuler, rouler dans des véhicules qui fonctionnent, est mise en péril par ces petits virus. Donc effectivement, on est mobilisé et ce n'est pas une mince affaire de trouver la prévention de ces infections-là. Ah, ça passe plus. Voilà. C'est un peu sombre, je ne sais pas si vous voyez. Bon, ça, vous connaissez ce tableau de bord de Johns Hopkins University qui est actualisé minute par minute en permanence. Là, je vous ai mis, j'ai capté celui-ci hier soir. Donc, c'est vraiment l'état aujourd'hui du monde avec les chiffres. Donc, vous voyez, plus de 230 millions de cas au total dans le monde, 4,7 millions de morts. Aujourd'hui, 6 milliards d'individus vaccinés. Je ne sais pas si ce chiffre est réel et correspond, parce que ça me paraît ahurissant, parce qu'on est 7 milliards et demi sur Terre. Voilà, donc ce chiffre qui est indiqué ici, mais il n'est pas que là, il est indiqué partout. C'est l'OMS qui communique beaucoup là-dessus, peut-être pour positiver, mais ça m'étonnerait qu'on ait vacciné 6 milliards d'individus. Peut-être, mais pas sûr. Alors, ce qui est intéressant, à la fois sur la carte du monde et sur l'évolution, vous voyez très bien là, c'est le nombre de cas par semaine, hein, le nombre de décès et le nombre d'individus vaccinés. Vous avez les échelles de chaque côté. Et quand elles sont superposées, on voit très bien 1, 2, 3, 4, 5 vagues en fait différentes, correspondant soit à un changement de variant, soit une vague d'infection d'une autre région du monde qui revient dans la région initiale, etc., avec le nombre de décès qui vont avec. Et on voit que lorsque la vaccination a monté, on voit qu'elle est un peu en baisse d'ailleurs actuellement, lorsque la vaccination a augmenté dans le monde, on voit que la quantité de décès dans les différentes vagues s'est réduite. Donc on ne sait pas encore si on va continuer d'aller sur la descente. On imagine que oui. Et que finalement, quand on aura suffisamment vacciné d'individus pour atteindre la fameuse immunité collective qui, pour ce virus-là, qui est très très infectieux, doit être de l'ordre de 80-85%, quand on aura atteint cette immunité collective sur Terre, si la mémoire des vaccins est suffisamment longue, et on va en rediscuter après, on pourra peut-être considérer qu'on est sorti de cette pandémie au bout de 2 ans. Alors 2 ans, ça paraît long à tout le monde, mais c'est d'une rapidité incroyable. Je vous ai parlé de la rougeole. La rougeole, bon, c'est un virus qui est rentré dans l'espèce humaine il y a entre 10 000 et 20 000 ans, et on est toujours embêté par la rougeole. Si on ne vaccine pas ces enfants, ils attrapent la rougeole, et on va en perdre 1 sur 1000 de ceux qui auront la rougeole. Et la rougeole, c'est environ 5 fois plus contagieux que le SARS. C'est-à-dire que le taux de reproduction est entre 15 et 20. Donc, être venu à bout de cette pandémie aussi vite, c'est réellement un exploit. Hop, là, il faut appuyer longtemps. Alors, là, je vais de temps en temps aller plus vite, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ont déjà été montrées par Alain Fischer, mais je vais faire ce qu'on m'a demandé, c'est-à-dire la technologie, les différents vaccins mis au point. Alors, il y a plus de 200 candidats vaccins dont l'exploration a été mise en place, tout le monde sait ça, et ce sont des vaccins qui utilisent uniquement les nouvelles technologies. Il n'y a pas de vaccin vivant atténué, il y a quelques vaccins inactivés qui sont assez peu efficaces, donc ce sont beaucoup des vecteurs viraux et des acides nucléiques ou des protéines.
et ça c'était les nombres de vaccins. Moi je considère que c'est un problème, ils sont tous dirigés contre la spike, donc effectivement il y a la protéine de surface du virus, trimérique, et pour empêcher le virus de rentrer par la formation d'anticorps neutralisants. Les vaccins précédents qui protègent à vie et qui protègent contre toutes les souches de manière assez large sont dirigés quand un vaccin vivant, donc c'est le virus entier qui est exposé au système immunitaire. Donc toutes les protéines du virus, le génome du virus, etc. Là, on utilise un seul antigène, donc c'est un petit peu un talon d'Achille, effectivement, parce qu'on ne peut pas dire, comme l'a dit Alain Fischer, que la vaccination va va sélectionner des variants. Et si la vaccination est bien faite et que la transmission est réduite, il y aura moins de variants, bien sûr. Mais on peut dire que vacciner contre une seule protéine, un seul antigène, ça, forcément, quand l'immunité mondiale sera ciblée sur cette protéine-là, il peut se passer des choses qu'on ne va pas maîtriser sur l'évolution du virus. Donc, à mon sens, c'est un point critique un peu des vaccins aujourd'hui qui donc sont passés d'agents biologiques, des gros virus, jusqu'à se réduire à des petites protéines ou des petits fragments d'ARN. Donc, on est passé de la biologie à la chimie, entre guillemets, parce que ça reste de la chimie biologique, mais c'est de la chimie. Mais on a réduit le spectre des réponses qu'on induit contre un agent pathogène. Par contre, les délais, alors là, évidemment, on peut rentrer dans un débat industrie. Les délais de fabrication, vous voyez, ont été considérablement raccourcis. Alors, première raison, c'est la science. Alain Fischer l'a dit tout à l'heure, la séquence du virus a été publiée 2 mois après sa découverte. Mondialement, mise online, tout le monde a pu bénéficier de la séquence intégrale des 30 kilobases de l'ARN du coronavirus SARS-CoV-2. Donc déjà, la recherche est fortement raccourcie, parce que tout le monde a les outils tout de suite et on peut utiliser des technologies existantes. Ensuite, on combine dans les essais cliniques phase 1, phase 2, phase 3, ce qui s'est passé pour AstraZeneca, ce qui s'est passé pour Pfizer, Moderna. Les 3 essais ont été combinés. C'est-à-dire qu'on commence la phase 1, mais dès qu'on a les premiers signes de sûreté, on attaque la phase 2, c'est-à-dire que simplement, on inclut des volontaires supplémentaires. On passe de 100 à 300 volontaires en continuant d'inclure. Et quand on a une notion assez intéressante du niveau de réponse induite contre le vaccin, on continue d'inclure dans le même effet jusqu'à arriver à 10, 15, 20 000 volontaires pour une phase 3. Donc, évidemment, ça nécessite des moyens financiers, parce que classiquement, une phase 1, ça coûte environ moins de 10 millions. Une phase 2, ça peut coûter entre 10 et 50 millions. Et une phase 3, ça peut coûter entre 100 millions et 1 milliard, selon sa taille, les pays où ça se passe, le nombre d'hôpitaux inclus, etc. Donc, pour combiner tout ça et faire tout ça en un an, parce que les premiers résultats de phase 3 sont arrivés dès la fin de l'été 2020, il a fallu la mise en œuvre de moyens financiers colossaux, ce qui n'avait jamais été vu auparavant, et naturellement justifié vu l'ampleur de la pandémie. Troisième point majeur, et qui a aussi impliqué des moyens financiers colossaux, c'est que dès le début des essais cliniques, mise en place des structures industrielles pour la production. Parce que c'est une chose de produire 100 000 doses, c'est une autre chose de produire 1 milliard de doses. Je me rappelle aussi ce que j'ai appris chez Sanofi, c'est qu'un log de doses dans un vaccin vivant atténué, c'est une usine. Quand vous passez de 10 puissance 5 à 10 puissance 6, eh ben vous passez d'une usine à 10 usines. Et si vous passez à 10 puissance 7, il faut 100 usines. Donc les moyens, quand on sait qu'une usine de production, ça coûte en gros 250 millions, quand il faut 10 usines, il faut 2,5 milliards, et quand il faut 20 usines, il en faut 5, etc. Donc les moyens financiers extrêmement importants, énormes. Alors voilà, les vaccins, ça très vite, parce que Alain Fischer l'a montré aussi, ils ont utilisé de nouvelles technologies, donc l'ARN, ici j'ai représenté Moderna, CureVac, et là il y a des problèmes, alors qu'ils étaient les premiers, et qui sont les premiers à avoir déposé les premiers brevets sur cette technologie. L'ADN, qui n'a pas eu de succès non plus, et des vecteurs viraux. Je vais présenter un peu les adénos de chimpanzés d'Oxford.
Je ne vais pas parler des protéines recombinantes, la protéine produite par baculovirus de Sanofi, parce que Jean Lang va arriver tout à l'heure pour vous présenter ça. Et je vais dire un mot sur ce qu'on a fait à l'Institut Pasteur, parce que ça concernait aussi naturellement un potentiel vaccin français qui, comme vous le savez, a échoué. Alors, les vaccins génétiques, là, je vais aller très vite parce que vous savez tous ça et ça a été aussi montré par Alain Fischer. Donc, ça consiste à injecter soit un ADN, soit un ARN dans la cellule. Et naturellement, pour que ça rentre dans une cellule, il faut formuler ces acides nucléiques dans des liposomes, dans des nanoparticules, en général lipidiques, qui vont permettre une fusion donc, avec la membrane de la cellule et délivrer l'ARN ensuite à l'intérieur, soit dans des endosomes, soit directement dans le cytoplasme, mais en général dans des endosomes. Donc ADN ou ARN sont délivrés. Et si c'est un ARN, l'avantage, c'est qu'il va être directement traduit, il va être pris en charge, s'il est bien conçu, il va être pris en charge par les ribosomes et va directement être traduit pour produire la protéine qui est codée dans l'ARN. Messager, évidemment, si c'est un ADN, il doit passer par le noyau et les brins d'ADN double brin vont être transcrits pour donner un ARN qui va ressortir du noyau et qui va être pris en charge par les ribosomes pour produire l'antigène. Donc c'est effectivement nos propres cellules qui produisent l'antigène. On a injecté le code de l'antigène à nos cellules pour fabriquer elles-mêmes. Alors évidemment, quand on injecte un virus, c'est exactement la même chose qui se passe. Sauf que le virus, parce que le virus, il est aussi enveloppé par une bicouche lipidique, il a, en plus du génome, il a d'autres protéines. Sauf que le virus, il se débrouille, il rentre tout seul là-dedans, il trouve ses récepteurs, il modifie la cellule, il fait fabriquer ses propres protéines, il détourne les machineries cellulaires pour faire tout ça. Donc c'est assez voisin, finalement, à la différence que donc juste l'ARN, ça va être un antigène, la spike en l'occurrence, pour ici, ou si c'est un vaccin grippal, ça va être l'hémagglutinine de la grippe uniquement, et le virus va, c'était une question qu'il y a eu tout à l'heure, va présenter absolument tous les antigènes contenus dans le virus. Le mode d'action, je ne sais pas si, il me semble que c'est à peu près la même diapo qui a été présentée tout à l'heure, mais très simplement aussi, l'ARN qui est formulé dans les particules, effectivement va être capté. Alors, quelles sont les cellules qui vont capter ça du schéma précédent? C'est les cellules présentatrices d'antigènes. Quand on injecte dans le muscle, mais ça peut être injecté aussi sous-cutané, mais quand on est dans le muscle, ce sont les cellules présentatrices d'antigènes qui sont essentiellement des macrophages en vert et des cellules dendritiques ici en bleu, qui vont donc capter ces nanoparticules, qui vont digérer l'ARN, et c'est dans ces cellules que l'ARN va être exprimé. L'injection, l'absorption de l'ARN par les cellules va activer ces cellules qui vont maturer, qui vont migrer et qui vont aller présenter aux ganglions locaux, régionaux, les épitopes qui sont contenus dans l'ARN qui s'est exprimé. Bon, l'immunologie classique est représentée par ce schéma. Alors là aussi, je vais aller vite parce que je crois qu'il y a une session particulière sur les vaccins ARN après. Mais la formulation des vaccins ARN messagers, pourquoi on a mis 30 ans? Parce que moi, je me souviens qu'il y a 25 ans, à l'Institut Pasteur, dans le labo de François Lemonnier, il y a un des cofondateurs de CureVac qui a fait sa thèse sur des vaccins ARN. Et à l'époque, ça ne marchait pas du tout. Ça marchait dans certains systèmes, mais c'était extrêmement difficile à faire marcher. Et c'était uniquement une question de formulation, finalement. Donc à la formulation, parce que l'ARN, s'il n'est pas protégé, il est digéré immédiatement. Non seulement il est digéré, mais il active l'immunité innée. Il est très réactogène pour nos cellules. Et finalement, il faut le faire rentrer dans les cellules. Ça aussi, cette technologie a bénéficié des travaux de laboratoire où ça fait 20 ans qu'on transfecte des cellules avec de l'ADN et de l'ARN. Et on sait tous que pour transfecter une cellule, il faut formuler les acides nucléiques dans des lipides. La lipofectamine, n'importe quel liposome, ou d'autres formulations plus simples que des lipides, mais les lipides marchent très bien. Donc il a fallu que cette technologie, effectivement, je ne vais pas les détailler tous, mais vous pourrez regarder sur les diapos, des polymères, des nanoparticules lipidiques. Il y a tout un tas de formulations possibles qui ont été testées et qui ont fortement amélioré. De même que pour améliorer l'efficacité des vaccins, il a fallu modifier les ARN, c'est-à-dire rajouter des coiffes,
pour que les ribosomes les prennent mieux en charge, modifier un peu les régions non traduites, rajouter des queues poly-A naturellement qui sont nécessaires pour la traduction, modifier les nucléosides, les nucléotides, purifier les ARN pour éliminer les doubles brins qui sont très activateurs et ne garder que les simples brins, etc. Optimiser les séquences, voilà, et donc le delivering. Donc tout ça fait que finalement ces ARN sont plus dégradés quand ils sont formulés comme ça, sont très activateurs de réponse immunitaire sans activer la mort cellulaire et les voies d'apoptose à travers l'activation des différents RLR et TLR, etc. Et donc tout ça a fait que c'est arrivé à point finalement pour la pandémie de Covid, parce que moi je me souviens qu'avant le Covid, des vaccins ARN avaient été testés contre la grippe, contre la dengue, et ça ne marchait pas du tout. Donc tout le monde était inquiet que cette technologie puisse se poursuivre. Et finalement, la technologie a bénéficié du Covid, qui est finalement, on s'aperçoit, relativement simple à protéger par vaccination. Il suffit de faire un niveau moyen d'anticorps contre la spike, et on est protégé des formes graves de la maladie. Alors effectivement, ça c'est les résultats de l'essai de phase 2 du vaccin Pfizer-BioNTech, qui montrent donc à différentes doses qui ont été testées, et je crois que la dose utilisée c'est celle-ci, qui montrent des très bons niveaux. Avec ça, c'est des titres d'anticorps neutralisants qui sont induits, vous voyez, au centième. C'est la dilution du sérum, on a au centième, et qui correspond, vous voyez, à la moyenne ici, sur le graphe, des anticorps retrouvés chez des patients convalescents. Donc si on arrive par la vaccination à donner un niveau d'anticorps équivalent à celui des patients convalescents, on estime qu'on va pouvoir protéger de la maladie. Il y a une très bonne corrélation entre les titres neutralisants et les immunoglobulines totales produites. Et il y a aussi des excellentes réponses cellulaires. Et ça, c'est le gros intérêt des vaccins ARN, c'est qu'en plus d'induire des anticorps, parce que la protéine est fabriquée, la présence de l'ARN entraîne des réponses cellulaires qui vont activer donc T4, T8, qui vont activer la mémoire et qui vont permettre l'entretien de la fabrication des anticorps. Ensuite, naturellement, donc ça aussi, ça a été montré tout à l'heure, la phase 3, qui a montré immédiatement, vous voyez, sur 18 000 volontaires vaccinés et 18 000 placebos, vous voyez qu'il y a eu 8 cas de Covid sévères dans les vaccinés contre 162 chez les placebos, ce qui fait d'un 95% d'efficacité. Les essais de phase 3 qui ont été publiés après sont les mêmes. Ça, c'est la courbe qui a été montrée par Alain tout à l'heure, avec une efficacité assez précoce. Vous voyez, dès 7 jours après la première dose, en fait, on est déjà très bien protégé. Ce qui montre que ce n'est pas les anticorps uniquement, parce que les anticorps se développent en une quinzaine de jours, 3 semaines, entre 15 jours et 3 semaines. Donc il y a une réponse cellulaire, et probablement une réponse d'immunité innée aussi dès le départ, très précoce, qui participe à la protection précoce dès le départ. Je vais dire un mot sur les vecteurs de vaccination avant de venir à Pasteur. Donc qu'est-ce que c'est que les vecteurs de vaccination? Donc c'est utiliser des virus pour véhiculer des antigènes d'autres virus. Donc des virus à ADN, les pox comme la vaccine, les pox aviaires, des adénos, donc on en a parlé, on va en reparler, etc., herpès, les particules d'hépatite B qui sont un bon vecteur aussi, et les virus ARN avec les alphavirus, des picornavirus comme la polio, etc., les flavis, fièvre jaune, et les virus ARN négatifs, la rougeole, VSV, et des vecteurs lentilles de type HIV. Naturellement, hop là, pardon, je reviens en arrière. Dans la réalité, voilà, ceux qui sont réellement développés, c'est surtout donc le vecteur MVA, je vais en dire un mot, parmi les POC virus, les adénos de chimpanzés, adéno 5, adéno 6 humains, et la fièvre jaune, rougeole, etc. Donc on va, dans la réalité, je ne sais pas si j'ai dit ça, si je reviens un peu en arrière. Voilà, dans la réalité, donc ces vecteurs viraux de vaccination enveloppés, non enveloppés, réplicatifs, non réplicatifs, il y a un peu tous les types. Soit c'est des virus d'autres espèces qui sont non pathogènes, soit c'est des virus vivants atténués, donc d'origine de vaccin. Parce que naturellement, il faut un virus qui n'induit pas de pathologie. Il délivre les antigènes hétérologues aux cellules présentatrices, exactement comme l'ARN formulé. Ils induisent des réponses à large spectre, immunité innée, anticorps, CD4, CD8.
Ils ont des propriétés adjuvantes intrinsèques, donc ils n'ont pas besoin d'adjuvants. Ils sont faciles à construire grâce à la génomique virale, génétique inverse, la culture cellulaire, et ils sont basés en général sur des virus dont les propriétés intrinsèques sont déjà connues. Malgré ça, depuis le nombre de décennies que de nombreux labos travaillent là-dessus, dans les faits, il n'y a que 2 vaccins de ce type qui ont été licenciés jusqu'à présent, 3 maintenant avec l'AstraZeneca sur le Covid, mais il n'y avait que 2 vaccins en fait, qui avaient été développés par Sanofi, et en particulier par Jean Lang, qui sera là tout à l'heure, qui peut-être vous en dira un mot, qui sont dérivés de la fièvre jaune. C'est le vaccin Dengvaxia contre la dengue et le vaccin contre l'encéphalite japonaise, Imogev. Et jusqu'à présent, des essais d'efficacité, donc de phase 3, avec ce type de vecteur, avaient été plutôt décevants. On se rappelle tous de l'essai STEP avec un adéno 5 de Merck contre le sida, qui a été un échec retentissant. On se rappelle aussi des essais Sanofi, HVTN, tout ça, avec un Alvac qui a montré dans un premier temps 30% d'efficacité contre le sida. Puis quand l'essai a été répété en Afrique du Sud, il a montré 0% d'efficacité. Donc, c'est pas facile, les vecteurs viraux. Alors, très vite, pour montrer des images, ça, c'est le virus de la vaccine souche Ankara. Alors, c'est un virus atténué, c'est un gros virus à ADN. Il a été atténué, vous voyez, 570 passages, donc énormément de passages d'atténuation, totalement apathogène. Il ne réplique pas dans les cellules de mammifères, donc c'est un virus non réplicatif. Il a une grande capacité d'encapsulation. Il ne persiste pas chez l'hôte. Il a été testé dans de nombreux essais cliniques à des doses acceptables contre le palu, le sida, la grippe, tuberculose, SARS, etc. Il y a des tas d'essais cliniques. Et induction d'anticorps et de réponse modérée cellulaire. Aucun vecteur MVA a été développé pour le Covid. Les adénos, vous avez les adénos humains, donc c'est des petits virus à ADN, donc non enveloppés, vous voyez, c'est des capsides uniquement, qu'on voit très bien ici en microscopie électronique. Il y a une centaine de types et de sérotypes, donc qui infectent l'homme ou l'animal. Il y a un très large tropisme, c'est des virus assez bénins, qui font des infections répétées, donc on peut être réinfecté par un adénovirus après une première infection. Ces vecteurs sont non réplicatifs, donc ils véhiculent le gène et ils expriment la protéine dans la cellule infectée, mais ils ne font pas un deuxième cycle de réplication. Il y a une préimmunité existante, énorme contre l'adéno 5, un peu moindre contre l'adéno 26, mais ça dépend des pays. C'est pour ça que des adénos de chimpanzés ont été développés. Des très fortes doses sont nécessaires, 10 puissance 9, 10 puissance 10, 10 puissance 11 PFU, ce qui évidemment entraîne un problème de toxicité, parce que c'est quasiment une petite cuillère à café d'antigène viral qui est délivrée dans la seringue. Donc c'est forcément toxique. Et on l'a vu effectivement, y compris pour le Covid. Donc ces vecteurs ont été développés pour un ensemble de pathologies qui sont ici. Oui, avant c'était les adénos de chimpanzés. Ici vous voyez le chimp adéno, le Shadox d'Oxford, qui avait déjà été testé contre la grippe et la tuberculose et qui a été transposé avec efficacité pour le Covid. Dernier vecteur, c'était le vecteur VSV. Je le cite, c'est un rhabdovirus parce qu'il a été développé par Merck et il a été utilisé comme vaccin Ebola. C'est le vaccin Ebola qui existe aujourd'hui. Et dans un essai clinique qui avait été piloté par l'OMS en Guinée en 2015, qui avait été extrêmement efficace, il avait été extrêmement efficace à protéger. Et là, je termine donc par le vecteur rougeole, la plateforme rougeole à l'inspecteur, donc le vaccin rougeole, je vous ai tout dit tout à l'heure dessus. Je ne développe pas la technique, là, c'est le génome est représenté, et on peut insérer des antigènes additionnels dans différentes régions du génome, avec un gradient d'expression. Et ça, c'est l'ensemble de différents produits qui ont été développés contre chikungunya, sida, Zika, Lassa, etc., le SARS, la dengue, etc. Donc c'est une plateforme qui a été largement testée, dans de nombreux essais cliniques aussi. Hop là, oui, je voulais vous dire 2 mots du CEPI, parce que ça n'a pas été fait, mais le CEPI, c'est cette coalition pour l'innovation de la préparation aux épidémies, qui a financé finalement 8 plateformes. Le CEPI a un portfolio Covid de 8 plateformes, incluant donc celle de l'Institut Pasteur, mais aussi Moderna, l'ARN, les protéines recombinantes, Oxford, AstraZeneca, et qui finance avec une sorte d'ONG qui lève des fonds et qui finance et qui réunit des scientifiques, des industriels et qui finance donc un ensemble de programmes. Et je veux dire que les programmes de la plateforme rougeole sont largement financés
par le CEPI pour les essais cliniques du chikungunya, la phase 3 du chikungunya, les essais cliniques du vaccin contre Lassa et contre MERS. Ça, c'est juste pour résumer que le chikungunya, donc vous voyez, on fait un vaccin qui est poupée russe, c'est-à-dire qu'on fait un virus de la rougeole à l'extérieur, mais quand il s'ouvre, il révèle qu'il exprime des particules de chikungunya, qu'on voit très bien, donc c'est un virus vivant, il réplique, vous voyez, il se multiplie, et on voit très bien, quand on prend les surnageants de production des virus, on retrouve les virus particules, les particules de chikungunya qui sont inactives, mais qui sont délivrées par le virus vivant de la rougeole. Ce vaccin protège en une dose. Il a subi des essais de phase 1, de phase 2, et les essais de phase 3 avaient été un peu stoppés quand Merck a racheté la compagnie Themis pour le Covid, mais actuellement, ils sont remis en route. Donc, ce qu'ont montré ces essais, c'est que l'immunité préexistante anti-rougeole ne réduit pas l'efficacité du vaccin de manière assez surprenante, et qu'il y a eu 100% de séroconversion dans tous les groupes testés, il y a eu plusieurs doses, primo, seconde, etc., et qu'il n'y a pas eu d'effet de l'immunité préexistante, ce qui est montré ici, où quel que soit le niveau d'immunité préexistante des volontaires, tous les volontaires étaient rougeole positifs, bien sûr, quel que soit le niveau, les anticorps neutralisants le chikungunya induit ont été de même niveau. La même chose a été observée avec le Lassa, ça c'est, je vous montre les deux. Donc le chikungunya, il a fait l'objet de 2 articles dans Lancet, ça, le Lassa, c'est 2 articles dans Science qui montrent qu'il y a 100% de protection après une seule injection. Donc c'est des vaccins qui sont très efficaces aussi. Pardon, ça avance trop vite maintenant. Et donc, de manière intéressante aussi, l'immunité préexistante rougeole n'a pas gêné non plus le vaccin Lassa qui protège de plusieurs sérotypes, plusieurs génotypes et sérotypes de virus Lassa, et que les essais cliniques sont en route. Alors, quand on est passé au Covid, on a fait comme tout le monde, on a cloné la spike, évidemment, pour aller plus vite. On a cloné différents vecteurs, on a fait... ce travail va être publié dans Nature.com là, dans le mois qui va venir, le mois prochain. On a produit plusieurs types de virus. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, dans le vecteur ici, que vous voyez cette petite partie-là, c'est qu'il y a un gradient d'expression et que finalement, entre la partie gauche et la partie droite, on peut exprimer fortement les gènes ou faiblement les gènes. Ça, c'est important parce que dans les choix qui ont été faits ensuite pour l'essai clinique, ça a été majeur. Juste pour montrer... voilà, c'est pas la peine. Oui, ça, c'était ça que je voulais dire, ce fameux gradient d'expression. Il y a la différence d'expression entre les parties gauche et droite. Vous avez, vous voyez, un facteur 10 de niveau d'expression des transgènes. Ça, c'est les résultats qu'on a obtenus. Donc, on a travaillé chez le rongeur, chez les souris, chez des hamsters. On a montré une protection totale. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça. Très forte induction d'anticorps neutralisants. Des anticorps, vous voyez ici, parce qu'on a parlé des anticorps de convalescents, le niveau d'anticorps neutralisants est environ 10 fois supérieur, induit chez les animaux, 10 fois supérieur au niveau d'anticorps neutralisants mesuré chez les patients convalescents. Et les variants, le vaccin protégeait aussi des 3 variants disponibles à l'époque. Vous voyez que l'absence de pathologie chez les animaux, contrôle total de la maladie. Malheureusement, voilà, ça, c'est pas la peine. Si, juste simplement pour dire que ça a pris 1 an. Donc, c'était relativement rapide aussi. Ça a pris 1 an de développement et qu'à un moment donné, la technologie a été rachetée par Merck, qui s'est mis à développer la suite du programme et qu'entre la fabrication des premiers candidats vaccins et les résultats de l'essai clinique en janvier de l'année suivante, il y a eu 1 an. Donc, évidemment, 1 an, ça a été plus long que ce qui s'est passé avec les vaccins ARN. Et arrivé à ce stade-là, le résultat clinique étant mitigé, c'est-à-dire qu'il y avait les volontaires qui répondaient très très bien, et il y a beaucoup de volontaires qui n'ont pas répondu. Donc le taux de séroconversion s'est avéré mauvais, mais du coup, au stade où ça en était, on était en janvier 2021, les phases 3 d'AstraZeneca et de Pfizer étaient déjà connues depuis le mois d'août précédent. Donc Merck est un industriel responsable, ils se sont dit on arrête. Ce n'est pas la peine de continuer de développer un produit qui, a priori, il va nous demander encore 1 an de redéveloppement pour tester un meilleur candidat, etc. Donc les hypothèses de l'échec clinique du candidat, c'est ce que je viens de vous dire, l'expression insuffisante du transgène,
probablement. Il y a eu une mutation delta-furine delta-6-furine qui était mise dans l'antigène qui, à mon avis, n'aurait pas dû y être. Il y a peut-être des problèmes de manufacture, parce qu'avec un virus qui peut cibler le récepteur ACE2, il y a une activité des protéases qui est très importante pour maturer le virus. Et donc la température 32 versus 37 compte, parce que les protéases fonctionnent à 37, elles ne fonctionnent pas à 32. Et les coronavirus, ils répliquent mieux à 37 qu'à 32. Et enfin, dernière question, la préimmunité rougeole, parce que naturellement, l'essai clinique a ciblé les personnes âgées. Il faut savoir qu'avec la rougeole, quand on a au-delà de 45-50 ans, on a eu la rougeole dans l'enfance. Et là, la mémoire est colossale. Et quand on est plus jeune, on a été vacciné. Et quand on est vacciné, on est protégé à vie. Mais là, les anticorps sont quasiment absents. Chez la plupart des individus, on a du mal à les retrouver. Donc, on n'a pas de problème à revenir avec un vaccin. Donc, pour conclure, je crois que j'ai été un petit peu long, la technologie ARN a démontré sa faisabilité et son succès contre le SARS-CoV-2, en particulier à protéger du développement de la maladie, parce qu'on l'a vu, ça a été dit par Alain Fischer, la protection de la transmission n'est pas aussi bonne que ça. Et finalement, le virus continue de se propager quand même. Alors, le développement de cette technique est arrivé en un temps record, ça c'est sûr. Moins d'un an pour mettre au point un vaccin, on n'avait jamais vu ça. Avec des moyens financiers jamais égalés dans l'histoire aussi. Et pour cause, on était face à une pandémie quand même colossale. Alors voilà, cependant, l'immunité stérilisante est difficile à atteindre. L'immunité stérilisante, c'est-à-dire blocage total de l'infection. Avec les vaccins ARN, ce n'est pas ce qu'on observe. On protège très efficacement de la maladie, mais le virus circule. Alors on espère qu'effectivement, la vaccination de l'ensemble de la population mondiale va réduire la circulation du virus. On espère qu'il ne va pas falloir un 4e rappel après le 3e. La mémoire ne semble pas de très longue durée, donc là aussi, on est encore trop tôt pour pouvoir dire ce qui va en être, mais a priori, on sait déjà qu'elle baisse très, très, très fortement au bout de 6 mois. En ce qui concerne les vecteurs viraux, les non réplicatifs de type adénovirus ont pu être développés rapidement et déployés aussi sur le terrain rapidement, et avec des résultats qui sont quasiment aussi bons que les vaccins ARN. Les vecteurs viraux réplicatifs, à l'inverse, en particulier le VSV, qui a été testé aussi par Merck sur la base de son vaccin Ebola, ou la rougeole qui a été testée par Merck avec notre plateforme, ont échoué contre toute attente, parce que tout le monde pensait qu'ils auraient marché mieux que les autres, et pour diverses raisons, en particulier le manque de temps pour tester d'autres candidats. Donc c'est vrai que face à une pandémie qui survient très rapidement et qui est extrêmement mortelle, effectivement, les technologies qui vont plus vite réussissent les premiers. Par contre, leur efficacité dans d'autres indications infectieuses n'est pas remise en cause. Et je vous remercie de votre attention et je m'arrête là. Merci. J'ai quelques questions et une remarque. Alors, je vais les prendre dans l'ordre de leur arrivée. Quels sont les vaccins sur le marché qui sont adjuvantés ? Alors, les vaccins adjuvantés sont des vaccins qui sont des vaccins soit inactivés, soit des vaccins sous-unitaires, soit des vaccins particuliers. Alors, donc des vaccins non vivants et non génétiques. Oui, alors c'est lesquels ? Alors, par exemple, le vaccin. Alors, il y a des vaccins grippe qui sont adjuvantés, des vaccins grippe qui ne sont pas adjuvantés. Il y a des vaccins les plus courants pour la population française, c'est la grippe. Le vaccin papillomavirus est adjuvanté et le vaccin hépatite B, il y a une formulation qui l'est, une formulation qui ne l'est pas. Alors les adjuvants, il y a les adjuvants classiques, anciens. L'adjuvant, c'est vieux comme aussi l'histoire des vaccins. Hein. Gaston Ramon a fait ses premiers adjuvants en 1903. Et ça s'est développé entre 1903 et 1920. Les adjuvants, effectivement, c'est des formulations pareilles de lipides ou de produits chimiques qui vont co-stimuler l'inflammation, l'immunité innée au site d'injection. Parce que le vaccin, on a besoin d'une inflammation, évidemment. Je vous ai dit un peu ce mot-là, il y a une notion de danger dans la vaccination comme dans une infection. C'est-à-dire que pour attirer sur place, auprès de l'agent infectieux, ou du vaccin pour attirer l'inflammation, les macrophages, les monocytes et toutes les cellules immunitaires au départ, il faut du danger, une inflammation. Donc l'adjuvant sert à ça. Alors des vaccins adjuvantés, on essaye
les fabricants essayent d'en faire de moins en moins, parce qu'il y a eu des tas de polémiques sur l'hydroxyde d'aluminium, des polémiques qui sont à côté de la plaque, qui n'avaient pas de raison d'être. Et l'adjuvant de GSK, c'est quoi? Alors l'adjuvant de Tout le GSK, monde parle. oui, l'adjuvant de GSK, je pense que Jean-Lang va vous en parler. Je crois que c'est l'ASO1. Donc ASO1, donc c'est des mélanges de squalène. Donc c'est des mélanges lipides eau et des molécules ajoutées qui sont des activateurs de toll-like récepteurs. Alors ça, c'était un grand développement chez GSK aussi. Pendant 20 ans, ils ont travaillé énormément à développer des adjuvants, toujours dans l'idée de passer de la biologie à la chimie et d'arriver à faire des vaccins. Même GSK voulait faire des vaccins peptidiques, avec des peptides encore plus faciles à fabriquer que des protéines, ou des vaccins nucléiques. Et ensuite, évidemment, sachant très bien que comme ce n'était pas un virus entier, il n'y aurait pas de danger, donc pas d'inflammation et pas de déclenchement efficace des réponses immunitaires, donc ajouter un adjuvant sur la même base. Vous savez, au départ, les premiers adjuvants, Gaston Ramon, c'était du tapioca, c'était de l'huile de vidange, donc c'était vraiment à la fois des sucres, des lipides. Tout simplement, il s'était aperçu en piquant les chevaux pour la diphtérie que quand il injectait les chevaux il mélangeait son broyat bactérien avec de l'huile de vidange, les animaux faisaient des pustules comme ça, énormes, et il y avait beaucoup plus d'anticorps, donc c'était clair. Donc ça continue de fonctionner comme ça. Alors bon, les polémiques, on a eu des débats, les polémiques franco-françaises sur les adjuvants, bien entendu, et sur l'hydroxyde d'aluminium en particulier. Je passe à d'autres questions. Alors, il y a une question, on a déjà répondu. Pourquoi aucun vaccin Covid sur un atténué? Si, on a déjà répondu. On a parlé des vaccins chinois, donc je ne reviens pas sur cette question. Les vaccins à ADN peuvent-ils s'intégrer dans le noyau du génome? Alors, ADN, hein, oui, ADN. ARN aussi, ça a été dit. Oui, mais l'ARN, c'est impossible. Voilà, si, l'ARN, il peut toujours y avoir une reverse transcriptase. On a beaucoup de reverse transcriptase. On intègre, vous savez, des choses. On intègre en particulier le virus Ebola dans les chauves-souris, on le retrouve intégré. Et c'est un virus ARN négatif, donc c'est assez étrange. Donc il y a des choses qu'on ne connaît pas. Mais évidemment, ensuite, si on intègre, il faut que ça passe dans la lignée germinale pour transmettre aux enfants. Il n'y a vraiment aucun danger. Alors l'ADN, potentiellement, il a plus de risques de s'intégrer. Mais dans les faits, dans tous les tests qui ont été faits pour l'instant avec des vaccins ADN, hormis qu'ils ont des vaccins peu efficaces, on n'a jamais eu de risque de danger d'intégration, ça n'a jamais été démontré. Mais il n'y a pas eu non plus d'essais cliniques à très très grande échelle avec des vaccins ADN au stade du Covid actuel. Et en particulier, les vaccins ADN, Covid, ceux d'Inovio, sont toujours en phase 2, donc ont pris un retard énorme. C'est plus difficile à formuler. Les doses nécessaires actives sont beaucoup plus fortes. Mais encore que sur les vaccins ARN, vous avez vu qu'il y avait plusieurs doses, on n'en a pas parlé, mais ça sera discuté après, mais entre 10, 30 ou 100 microgrammes, on arrive à une limite de saturation de la quantité d'ARN qu'on peut utiliser, d'une part pour la fabrication, le coût, et d'autre part pour la toxicité. Donc après, imaginez de mélanger par exemple trois variants. Si la dose max pour le Pfizer-BioNTech, c'est 30 microgrammes, si vous mettez 3 variants, vous allez devoir mettre 10 microgrammes de alpha, 10 de bêta, 10 de delta. Donc, vous serez en dessous des doses. Donc, ça va s'améliorer, c'est technique uniquement. Mais à l'heure actuelle, la dose est une chose très importante, effectivement. On a un peu changé les règles parce que j'avais dit qu'on poserait les questions après les 3 conférences, mais bon, on s'adapte. Une autre question, est-ce qu'on peut imaginer qu'une personne VIH positive qui serait atteinte du Covid, les 2 virus puissent se coupler et échanger du matériel génétique? Non. Aucun risque, parce que le VIH est un virus ARN positif qui, lorsqu'on est infecté, s'intègre effectivement dans nos cellules TCD4 sous forme d'un ADN proviral qui, lui, n'est plus jamais clivé, ne ressort pas, et on produit des particules virales. Si on n'est pas traité, si on est traité, on ne produit plus de particules. Si on n'est pas traité, on produit des particules virales à ARN positif. Il n'existe aucune enzyme connue des micro-organismes capables de recombiner des ARN de ce type qui sont totalement étrangers. Alors, peut-être en laboratoire, si on co-infecte
dans des cellules professionnelles, on co-infecte avec les deux virus et qu'on essaye, on va peut-être finir à arriver par recombiner quelque chose. Mais avant que ça se reproduise dans la nature, il n'y a aucune chance, aucun risque. Puis pour conclure, juste une remarque. Vous avez parlé tout à fait au début des phases 1, phase 2, phase 3, mais on oublie toujours de parler de la phase 4, qui est pourtant primordiale et importante en ce moment. Et les gens ignorent qu'ils peuvent appeler dans chaque département ou dans chaque région le système de pharmacovigilance à propos de ces vaccins, et c'est très important pour pouvoir suivre l'évolution. Mais on n'en parle jamais, c'est pour ça que je profite de cette tribune pour en parler. N'oubliez pas qu'on peut contribuer au développement de ces virus, tout le monde, toute la population. Si vous avez un effet secondaire, si vous déclarez quelque chose, vous appelez la cellule de pharmacovigilance de votre département ou de votre région et vous lui communiquez les choses. Et ça marche très très bien, il y a des gens très compétents et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Effectivement, sur le timeline, j'ai marqué le temps. La dernière étape, c'est la phase 4, la pharmacovigilance. Elle peut être longue. Là, on est toujours en pharmacovigilance. Le monde entier est en pharmacovigilance parce qu'on surveille les effets secondaires. Mais par exemple, je me souviens que pour le vaccin Dengvaxia de Sanofi, mais il y a eu la même chose pour le vaccin Palu, RTSS de GSK, vu le risque d'effets secondaires chez les enfants, c'est des vaccins pédiatriques, ces deux industriels ont été... L'OMS leur a demandé de faire un suivi pendant 4 ans des enfants vaccinés, donc avant de mettre le produit sur le marché. Donc là, on a le temps, vous voyez, mais on a le temps. Le Palu, ça continue de tuer chaque année, mais on ne veut pas mettre sur le marché un vaccin pour des bébés qui risque d'induire un risque quelconque. Donc effectivement, la pharmacovigilance peut être de très longue durée dans certains cas. Et qui ne s'applique d'ailleurs pas qu'au vaccin, à toute médication. Absolument. Bon, mais merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.